Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 29 de Bleach Thousand Year Blood War intitulé The Dark Arm. Donc, je tenais à préciser les gars que j'ai chopé une crève depuis du coup à peu près vendredi. Donc aujourd'hui on est mardi, donc je vais beaucoup mieux. Voilà, mais j'ai encore un petit mal de gorge et un rhume, donc malheureusement désolé si jamais ça s'entend. Pour cet épisode-là, alors ce que je pourrais en dire, c'est que il est divisé en deux parties. Donc une partie sur Ukitake, du coup la majorité de l'épisode c'est sur lui, et ensuite c'est sur Aizen et Kyoraku. Pour parler du coup de la première partie de l'épisode sur Ukitake, donc on a quand même énormément de rajouts sur ce personnage. On a du coup des flashbacks inédits qui nous racontent son enfance. Donc dans le manga c'est expliqué que bien évidemment il était malade et que ses parents priaient Mimihagi, du coup le bras du Ryo. Et du coup là au niveau rajout on a une scène du coup qui est assez spéciale. Du coup, on a le bras du Ryo, du coup Mimihagi, qui sauve du coup la vie de Ukitake en fait. Donc la mise en scène est assez cool, c'est coloré, c'est joli. Par contre, du coup, qui pleure, est-ce qu'il a eu un peu de la pitié pour Ukitake ou c'est juste parce qu'il lui donne son pouvoir via des larmes qu'il doit boire et du coup, au final, après, il se réincarne dans le corps à Ukitake. Ça, je sais pas. Le côté flashback, c'était quand même cool de le voir jeune, tu vois, même si c'est pas énormément de trucs, mais on voit quand même qu'il est malade depuis le début, voilà. C'est que le pauvre, il a vécu avec sa maladie pendant toute sa vie. Mais ça fait plaisir de voir quand même des petits moments inédits quand il est jeune. Il est apprécié de tout le monde. Ça se voit que c'est un gars gentil. Et puis au final, ça fait une petite pincée au cœur parce que tu sais bien ce qui va lui arriver quand tu as lu le manga. Parce qu'il faut savoir que dans le laboratoire, il dit c'est moi qui vais prendre la place du roi. Et du coup, après, on nous raconte un petit peu près comment ça se passe. On voit aussi une partie de sa vie en tant que jeune adulte, quand il s'entraîne avec Kyoraku. Et c'était vachement cool de revoir ce duo parce que c'est vrai que Ukitake et Kyoraku, c'est deux personnages que j'ai adorés dès le début. Quand même, Kyoraku va avoir son moment de gloire quand même dans cet arc et aussi avec pas mal de combats par-ci par-là aussi, il devient le commandant, donc tu vois, il est beaucoup plus important alors que Ukitake, ça aurait pu être un duo de malade mental, mais à cause de sa maladie, du coup, je pense que Kubo était freiné avec lui. Tu pouvais pas le faire trop fort alors que finalement, voilà, ça aurait été pas normal. Mais du coup, ça fait plaisir de les revoir jeunes en moment qui s'entraînent et tout. C'est assez bien animé. Et surtout, comme je le disais depuis il y a peut-être dans la cour 1, c'est que les flashbacks de cette période-là sont hyper colorés. Donc à chaque fois, ça nous montre que c'est une période vraiment entre guillemets de paix. Côté DA, j'aime beaucoup. Voilà, c'est très très coloré. Ça fait plaisir à voir. On a aussi du coup Sasakibe jeune. On a Unohana du coup avec jeune aussi, mais bon, post-fight avec Yuha, je pense. Et parce que là, à ce moment-là, elle a aussi les cheveux attachés pour cacher sa blessure de Kenpachi. Et ça fait plaisir de voir Yamamoto. Et puis après, on voit un petit peu un début d'amitié entre eux deux. Ça faisait plaisir à voir, tu vois. Après, du coup, on apprend que Kyoraku savait que Mimihaki, du coup, en tout cas des parties du Reio, étaient dans le Seireitei. Donc, c'était pas une légende parce qu'il en avait la preuve sous ses yeux que Ukitake vivait avec cette dite personne. On voit aussi quand même que Ukitake a été vraiment marqué par la mort de Kaien, d'où le fait qu'il voulait pas de vice-capitaine, quoi. Il s'en voulait énormément parce qu'il était malade au final, mais bon. Mais franchement, cet épisode a rendu honneur quand même à ce personnage, hein. Et puis comme toujours, Kubo, il a posté sur les réseaux sociaux, sur Twitter, la photo de Ukitake, parce qu'à chaque fois qu'un personnage meurt dans cet arc, et du coup, il fait un petit post, et c'est vachement stylé. Sur ce truc-là, franchement, Kubo, il gère, hein. Du coup, on a une scène assez intéressante, on voit Kyoraku, Ukitake et Unohana, du coup, après la mort de Yamamoto. Donc, dans la traduction anglaise, Kyoraku dit What in the hell il nous a laissé, quoi, Yamamoto, genre. Donc, ça parle déjà un peu des enfers. Et puis, on a une petite scène juste après où Unohana, du coup, elle va partir se battre contre Zaraki. Elle sait qu'elle va en mourir, donc elle lui fait ses adieux. Et même Ukitake sait qu'il mourra à un moment ou un autre, donc il lui dit Voilà, on se reverra bientôt. Comment il peut faire ça si logiquement il sait qu'elle elle va mourir ou alors il connaissait pas ses plans ou alors tout simplement c'est que c'est un teasing pour l'arc en fer. En tout cas, j'espère si arc en fer il y aura, c'est que Ukitake aura la chance de briller vraiment à 100% parce que même si cet épisode rattrape un peu le temps perdu que Ukitake n'a pas eu dans le manga, j'espère que quand même en termes de combat et d'aptitude, on aura vraiment ce qu'il faut pour la suite. Il finit par se sacrifier et du coup, on comprend assez rapidement que il attendait le jour J où il aurait pu au moins remercier cette dite divinité. Voilà, parce que son rôle, ça a toujours été de pouvoir exister de lui-même. Donc, comme il dit, c'est un honneur pour moi de pouvoir me sacrifier pour le Rio. Et donc, on comprend assez vite que Yuha n'avait pas vu
la main du Rayo et l'effet qu'il a utilisé, c'était vachement stylé quand même et il dit: «Pourquoi j'ai pas vu ce futur, quoi?» donc même Yoruichi, elle comprend que voilà, c'est quelque chose auquel lui, il a pas accès. Donc faut savoir que tout ce qui est lié au Rayo directement, il ne peut pas le voir. J'ai aussi beaucoup, aimé le petit échange de coups qu'il y a eu entre Ichigo et Yuha. C'était vachement stylé et faut se dire que Ichigo, il tient toujours le sabre de Yuha dans sa main, donc il se battait et tout, c'était vachement stylé quand même et j'ai vu sur les réseaux que Chad et Ganju, vu qu'ils ont fait une attaque, le Ganju, il a fait une attaque de sable. Ils ont dit il s'est entraîné avec Ginjo, pour, apprendre à utiliser du sable et puis tu as Chad qui fait directement un coup de poing corps à corps sur Yuha, il a cru que ça allait passer. C'était marrant. Mais bon, tu as même Yorihime, du coup, elle essaie de ramener à la vie le Rayo, donc tu peux penser que c'est possible parce que le cristal se remet en forme, mais ça se casse. C'est pas possible, hein. Une humaine ne peut pas le sauver. De toute façon, c'est mort dans le film, voilà. D'un autre côté, on a notre cher Kyoraku qui rend visite à Aizen. Donc par contre, il y avait un truc que du coup, j'ai pas compris, ça n'a pas été vraiment expliqué, c'est que quand Yura va voir Aizen dans l'épisode 7 de la saison 1, donc on nous rapporte comment ça s'est passé l'entrevue, il avait déjà un œil visible et il pouvait parler. Est-ce qu'ils avaient fait ça juste pour le dialogue ou alors quoi? Ou alors Yura il avait débloqué quelques clés au cas où? Je sais pas, je pense que c'est un truc vu que ça a été rajouté, ils se sont pas pris la tête. La scène était stylée, bon c'est que le début, voilà, Aizen est vraiment de retour et ses fans vont l'adorer. Côté DA aussi, c'était stylé, le petit truc en violet et tout. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur ce moment-là, à part que voilà, ça fait plaisir à revoir, Aizen. Bon, on peut aussi voir que Kuraku est prêt à tout quand même pour sauver la Soul Society, d'où le fait que ça rejoint le proverbe de Okitake, c'est qu'il y a 2 combats dans la vie, un pour, la vie et un pour l'honneur. Okitake dans cet épisode, il a fait le combat de sa vie. Kyoraku, lui, il fait le combat pour son honneur. C'est-à-dire il est prêt à entre guillemets, à cracher sur son honneur et à aller voir, du coup le méchant de la Soul Society pour lui demander de l'aide. Donc c'est quand même une forme de respect, que j'ai pour Kyoraku, c'est qu'il serait prêt à tout pour gagner et en soi, je serais d'accord avec lui. On va pas commencer à dire: «Ouais, mais les règles, c'est comme ça», alors que votre vie est en jeu. Il y a beaucoup de choses de prévues concernant Aizen et ça va être vachement intéressant. Pour parler sinon de la preview, parce que comme je vous ai dit, on est mardi et du coup les previews sont tombées, on a eu les petites images sur l'épisode 30 et cet épisode-là aussi, je l'attends beaucoup. Celui sur Okitake, je l'attendais pas personnellement, mais celui qu'on va avoir samedi, du coup, je l'attends énormément vu qu'il y a beaucoup de plans du trailer qui y seront montrés. Donc j'espère que le potentiel combat entre Ichigo et Urius sera intéressant. Surtout qu'apparemment, on devrait avoir 12 minutes de moments inédits. Et même au niveau d'Aizen, à voir comment ils vont gérer le truc. En tout cas, sinon, Aizen aura son moment de gloire dans l'épisode 31. En tout cas, très bon épisode. J'ai beaucoup aimé le petit adieu qu'on a du côté de Okitake. Ça fait plaisir. Il a eu un petit peu son moment de gloire au niveau de son sacrifice et son petit flashback, ça a fait plaisir. Le petit teasing pour l'arc en fer, je valide. Et voilà, le retour d'Aizen. Voilà, épisode validé, rien à dire, hein, très bon épisode. J'ai hâte d'être samedi pour voir l'épisode 30, The Betrayer, le traître. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans le champ commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous avez pensé d'Okitake et de Aizen. Et voilà, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Je vous dis à samedi ou en tout cas à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, on se dit à bientôt. Ok, allez, tchuss.